Bonjour, aujourd'hui je vous présente Impasse Verlaine de Délie Farah, paru aux éditions Grasset. Impasse Verlaine, c'est mon dernier coup de cœur de lecture. Et ce qui est particulier, c'est qu'Impasse Verlaine, c'est un roman que je n'avais aucune envie de lire. Pourtant, je n'ai entendu que des retours positifs à propos de ce roman, mais si je n'avais aucune envie de le lire, c'est parce que le thème ne me séduisait pas. J'avais bien tort, parce que sitôt que je l'ai ouvert, je n'ai plus pu le lâcher, ça a été un vrai coup de foudre. Donc nous sommes dans trois couches de femmes, la grand-mère, la mère et la fille. Ça se passe au début en Algérie. La grand-mère qui s'appelle Mère Grand, mais je vais dire grand-mère, c'est plus simple. La grand-mère a eu 15 grossesses. Elle a mis 11 enfants au monde et parmi ces 11 enfants, il lui en est resté 7 de vivants. Chacun de ces enfants porte comme prénom un jour de la semaine. Et parmi ces 7 enfants, il y a 5 filles. Il y en a une, c'est Vendredi. Vendredi, elle est un petit peu plus espiègle que les autres, elle est un petit peu plus vive que les autres, un petit peu plus désobéissante, un petit peu plus belle aussi. Et la grand-mère se demande qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire de Vendredi. Puis son mari, donc le père de Vendredi, décède dans des conditions effroyables sous les yeux de sa fille. Et là, la grand-mère, elle va se résoudre à se débarrasser de Vendredi. Elle la marie à un homme qui vient vivre en France, qui a 15 ans de plus qu'elle. Donc Vendredi débarque à Marseille avec son mari et le couple va s'installer à Clermont-Ferrand, d'abord dans une cité ouvrière et ensuite ils vont aller vivre à Impasse-Verlaine, d'où le titre du livre. Quand elle arrive en France, Vendredi, elle ne parle pas un mot de français. Donc elle doit apprendre la langue. Et elle ne doit pas seulement apprendre la langue, elle doit aussi apprendre les codes qui régissent la société française. Parce que Vendredi, c'est une berbère fière qui a été élevée dans un milieu assez confiné. On lui a appris qu'il fallait obéir à ses parents et obéir aux hommes. Donc il lui faut un petit temps d'adaptation que pour comprendre que dans certaines situations, elle a le droit de dire non. Je vais vous lire quelques passages du début du roman pour essayer de vous transmettre mon coup de foudre. Ma mère adore les histoires drôles. Il en est une qui me concerne, charmante et éclairante. Elle la raconte entre une gorgée de thé à la menthe et la dégustation d'un petit gâteau sablé saupoudré de sucre glace. Je suis née le 22 février 1973. Prévu pour le mois d'avril, j'aurais dû être un bébé de printemps. C'est compter sans l'ingéniosité de l'adolescente de 17 ans qui me porte dans ses flancs. Embarrassée par la lourdeur de cette excroissance malvenue, ma mère raconte en s'exclaffant comment chaque jour elle invente des stratagèmes ludiques et brillants pour enfin retrouver le ventre moelleux de ses 16 ans. Sa première tentative consiste à dévaler une pente raide sur un vélo sans frein et à se jeter sur le côté en pleine course. Elle récolte quelques ecchymoses, mais la tumeur utérine ne semble pas s'être détachée d'elle en même temps que le vélo. Elle se risque à dévaler la même pente sans vélo, allongée, en roulant sur elle-même. L'expérience est étourdissante, plus belle et plus jouissive que les étreintes brutales et imposées de l'acte conjugal, mais ne la libère pas du cabas ventral qui la déforme. Elle a beau se retourner dans son lit, chercher une solution qui la libérerait de ce point intérieur, elle n'y arrive pas. Au bout de 7 mois, elle réussit à évacuer la chose de son corps. Je ne veux pas écrire qu'on ne me désirait pas. Je raconte simplement la venue du petit bout de chair d'1,8 kg qui naît le 22 février. Ma mère n'avait pas établi le lien entre son ventre et moi. Quand on l'informe que je vais sans doute mourir, quand dans la couveuse, elle me voit beaucoup moins grosse que le poulet qu'elle a bouffé la veille, maman pleure. Pas sur elle, mais sur moi. La petite chose qui ne respire pas par elle-même, la petite chose dans cette boîte en verre, c'est quelqu'un. Et elle vient de comprendre que c'est un peu elle. Maman m'aime tellement que pendant les mois où mon pronostic de vie est réservé, elle ne mange pas un seul bonbon. J'ai survécu. On peut survivre à tout quand on survit à sa mère.
Voilà, donc cette petite qui vient de naître, c'est un peu comme si c'était la cerise sur le gâteau de ce livre. Cette petite qui vient de naître sera la voix principale du livre, celle qui nous raconte l'histoire familiale. On va la voir grandir, on va la voir grandir sous les coups, on va la voir grandir sous l'amour, on va la voir grandir sous les coups d'amour. Elle va faire des appels au secours et elle ne va rencontrer que des oreilles vides qui ne l'écoutent pas. Donc, pourquoi ce texte, qu'est-ce qui n'a pas été dit dans les autres comités lecture qui auraient dû me faire envie de le lire? Eh bien, ce qui n'a pas été dit, c'est que déjà, on a une écriture qui roule. On a une écriture qui roule comme des cailloux, une écriture entraînante. Quand on commence à le lire, on ne peut plus le lâcher. Et de temps en temps, c'est comme s'il y avait un caillou qui sortait et puis qui était projeté et qui se mettait à ricocher. On a une écriture qui ricoche. Puis, sous couvert d'une écriture humoristique et pleine de dérision, en fait, l'auteur dénonce des faits d'une gravité extrême. Ce qui transpire de ces 3 couches de femmes, c'est la rage et l'impuissance face à une vie subie et face à un devoir auquel elles ne peuvent se soustraire. Impasse Verlaine, c'est une fiction, bien sûr. Maintenant, l'auteur d'Élie Farah nous rappelle qu'on est en Europe en 2020 et qu'en Europe en 2020, si on est témoin d'actes de maltraitance vis-à-vis d'un enfant, on se doit de le dénoncer, sinon c'est un délit. Impasse Verlaine de Élie Farah à lire, absolument.